Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tourne le très bon matin parce que je ne peux pas sortir la vidéo de dimanche, voilà, aujourd'hui. Je suis obligée de la décaler à la semaine prochaine et donc je vous propose une vidéo qui aurait dû être un peu plus tardive dans le mois. Sur ce, je voulais simplement vous rappeler les dates de dédicace et notamment le fait qu'à la fin du mois on est à Redon en Bretagne et à la Japan Tour et ensuite en juillet à Dormant au Dormantastique. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la première partie d'une série. J'ai longuement hésité à savoir si je vous présentais tout d'un coup ou si je vous présentais on va dire les deux trilogies séparément. Je pense quand même vous présenter les deux trilogies séparément parce que même si c'est un roman qui est écrit à quatre mains, même si dans le troisième tome les textes s'entrelacent, il en reste qu'on suit quand même l'histoire des personnages, voilà, de A à Z. Et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter en fait la série de la Tour de la Garde avec Capitale du Sud, donc le premier tome, Le sang de la cité, le deuxième tome, 3 lucioles, les contes suspendus. Alors, Capitale du Sud, je vais prendre le premier tome, je vais peut-être en parler différemment par rapport j'ai quand même un avis assez différent sur les tomes. Je suis rentrée dedans, mais plutôt moyennement par ce premier tome. Moi j'ai été plutôt convaincue par le premier tome de Claire Duvivier, donc qui est Capitale du Nord. Celui-ci avait été une bonne introduction, mais je trouvais ça un petit peu plan-plan quand j'ai commencé. Dans Capitale du Sud, on va suivre Knox. Knox, c'est un jeune homme au passé assez trouble, qui a une sœur atteinte d'une maladie psychiatrique, qui a été recueillie par une des nombreuses familles dirigeantes de la capitale. Cette vie-ci est gérée par des familles aristocratiques, et donc Knox va être lié à une d'entre elles, qui est celle de la Tortue, et il sert un petit peu de commis, ou du moins, vous savez, une sorte de page, il bosse pour eux, mais avec des petites mains, tu vois. Et tout va être bouleversé le jour où il découvre un livre qui raconte un petit peu l'histoire de la cité, qui est liée en fait à sa propre histoire, et à l'intérieur, on va dire, de ce livre, ou du moins, il va découvrir qu'il y a une sorte de monde parallèle à la cité, et ce monde est plus dangereux qu'il n'y paraît. On va rester là-dessus dans ce tome-ci. C'est Knox, un jeune homme qui sort extrêmement des clichés habituels, et c'est ce que j'ai aimé chez Shaman et Jian, et qui a une très belle évolution en fonction des tomes. C'est un jeune homme qui est très sensible. C'est loin d'être l'archétype habituel du mec un peu viril qui a toutes les nanas à ses pieds. On va le suivre un peu dans son adolescence et à l'âge adulte, et c'est un mec qui se retrouve un peu écartelé par ses fonctions et qui va devoir survivre dans une cité qui lui veut un peu du mal, parce que je vais pas vous spoiler comme d'habitude les suites, mais dans celui-ci on est plus, je trouve, tourné sur les répercussions du tome 1 qui sont très semblables à une scène de Game of Thrones, et c'est pour ça que j'avais moyennement apprécié le tome 1, parce qu'il y a une scène, ça t'as l'impression que c'est du copier-coller quasiment. On le suit dans ses services de commis d'épicerie, voilà, et à tout, on va dire, les enjeux politiques et tout ce qui va être bouleversé. Et je vais vraiment vous parler du troisième tome séparément parce que j'ai adoré le troisième tome et que pour moi c'est un tome quasiment séparé des autres. Les deux premiers sont des introductions et le troisième est une espèce d'apothéose. Et celui-ci va traiter beaucoup plus, je trouve, en fond, le personnage de Knox, c'est-à-dire on va beaucoup parler des relations aux femmes dans ce texte-ci, et je trouve que la manière dont c'est fait, pareil, ça change. Ça change et c'est très touchant, c'est très triste. Ces deux tomes-ci, on est vraiment sur de la fantaisie que je trouve assez calme, assez... Pour certains, ça serait peut-être même ennuyant dans le sens que ça pète pas de partout. Souvent, c'est construit dans le fait que ça explose un peu à la fin, mais toutes les premières parties sont vraiment des scènes d'exposition et un petit peu d'enjeu, mais ça va pas batailler. Je veux dire, Knox, il va pas prendre tout le temps les armes pour aller se battre. Au contraire, c'est pas forcément un personnage qui va au conflit, c'est plus un personnage qui essaye de se dépatouiller des situations. On a des très bons méchants qui se construisent au fur et à mesure des textes, notamment on a le personnage de la sœur de Knox est très important dans le texte, et on a aussi un autre personnage féminin qui prend de l'importance. Il y a beaucoup d'enjeux politiques. C'est une fantaisie aussi que j'aime bien dire fantaisie baguette oui, c'est-à-dire que ça tourne énormément, et surtout je trouve Capitale du Sud
autour de la bouffe. Voilà, c'est vraiment Marseille, tu vois, avec le port, les commis qui vendent de la bouffe, l'amour de la nourriture, vraiment il y a aussi un enjeu très important dans celui-ci, c'est la construction de la cité, ou du moins le développement d'un canal qui va être vraiment quasiment tout l'enjeu en fait du tome 1 et du tome 2, qui va avoir des répercussions assez importantes, parce qu'il faut savoir que on suit pas que Nox dans le texte, on suit d'autres personnages, notamment des personnages qui sont pas issus de la noblesse, et donc on questionne aussi tout ce qui est lié, on va dire, aux classes sociales. C'est aussi un texte qui est assez déchirant parce que Nox va être aussi confronté à des choix cornéliens, assez tristes, hein. C'est, je veux dire, Capitale du Sud et du Nord, hein, les deux sont des textes où il y a des choses affreuses qui se passent sans être des choses qui soient explicitement très très violentes. Bien sûr, il y a des scènes un peu glauque parce que c'est de l'imaginaire, mais ça reste, je trouve, très lisible pour un public adolescent aussi, parce qu'il n'y a pas cette contrainte de violence qui pourrait faire peur. Moi j'ai trouvé que cette série elle s'améliorait en fait de tome en tome, c'est-à-dire que le premier tome est vraiment une grande introduction d'exposition en parlant de la cité, des enjeux de la cité et surtout de présenter le personnage de Nox. Le deuxième tome, on a tout ce truc avec le canal, les familles, tout ce qui se resserre, les étaux, et il y a une grosse décision à la fin du tome 2 qui est déchirante et qui je trouve fait un peu l'attrait aussi de ce tome-ci, qui conduit à un tome 3 qui pour ma part a été assez exceptionnel, sincèrement. J'ai oublié de le mettre dans mes tomes de préférés de l'année. Il sera dans les tomes de la fin de l'année, simplement parce que ça m'est sorti de la tête, j'avais préparé les livres de côté. Voilà. Mais pour le coup, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année, si ce n'est dans le top 3 quand même. Dans celui-ci, je ne vais pas vous spoiler, je vais simplement vous donner envie de découvrir et de poursuivre votre lecture si vous n'avez pas accroché aux 2 premiers tomes. Celui-ci, c'est l'aboutissement de la construction du personnage de Nox qui se complexifie beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est des choses très surprenantes qui m'ont surprise dans le récit et en positif, c'est-à-dire que j'ai été surprise par la narration, notamment sur le développement de Nox, sur un personnage qui a mûri, qui est devenu adulte, qui est beaucoup moins, je trouve, un peu plaintif qu'il l'était avant, voilà, qui est un peu moins fictien, si je peux me permettre, voilà, et qui est, je trouve qu'il arrive à se rendre beaucoup plus attachant. Celui-ci, ce tome, c'est un véritable kiff, je pense, pour les amateurs de Sims, les amateurs de The Tycoon, les amateurs de jeux de gestion. Bon, voilà, je vais m'expliquer, mais en fait, dans celui-ci, Nox va se retrouver à devoir construire une sorte de cité. Donc, qui est la tour de la garde. On va voir un petit peu qu'est-ce que la tour de la garde, voilà, on va le décrire, et on va surtout décrire les choses sur la manière dont on construit une cité, dont on la gère, dont on gère ses problèmes, dont on accueille un peuple. Il faut savoir que ces textes sont assez engagés au niveau politique, et celui-ci est clairement engagé, je trouve, contre le capitalisme, et surtout est engagé sur la liberté de chacun, une gestion, on va dire, républicaine et autonome du peuple d'un territoire. Donc ça parle de ça. C'est un véritable kiff si vous êtes comme moi à adorer comment les livres à la poudre mage où on vous explique comment on fait les choses, tu vois. Et là, ça a été un plaisir de savoir de comment ils sont passés d'un bout de parcelle où il y a des serpents, où c'est ingérable, du genre c'est un bout de truc qui a été abandonné, jusqu'à la construction d'une cité. La manière dont c'est fait, les problèmes logiques dont c'est fait, le fait que Nox va se retrouver à devoir gérer ça et qu'il, lui, ne cherche pas le pouvoir, le fait qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer de chercher des noises. Donc ça a été extrêmement réjouissant pour moi. Il y a aussi le fait que ça s'entrecroise avec donc l'histoire d'Amalia, et ça j'étais super contente que les personnages se rencontrent et que ça se développe. Et surtout, j'ai aussi aimé le développement du monde qui est le monde parallèle dont j'avais été assez peu convaincue sur Capitale du Sud, parce que à part être un monde un peu glauque et il y a des choses étranges qui se passent, là on a vraiment une plongée dedans qui parfois est malaisante, une véritable explication avec quelque chose que j'ai beaucoup aimé, la façon dont c'était fait, et les portraits de méchants dans le texte sont très très bien faits, et les réponses de Nox, en fait on voit que Nox évolue vachement, et ça c'est vraiment convaincant, mais je pense notamment au personnage qui est important dans le tome 2 qu'on retrouve ici, vraiment très réussi. La scène, voilà, dans les scènes finales où il y a ce premier méchant, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez
ce que c'est. J'ai trouvé ça hyper convaincant et rafraîchissant. Vraiment, j'ai aimé, parce que j'ai aimé l'histoire parce que ça m'a surprise plusieurs fois. La scène finale est super chouette, parce qu'elle se conclut d'une façon très différente, je trouve, de ce qui se conclut habituellement en termes d'imaginaire. De grandes, forcément, batailles finales comme on a l'habitude de le lire, et ça a été aussi un vent rafraîchissant. En fait, ce que j'aime avec ces textes-ci, c'est que je trouve qu'il y a une crédibilité, il y a un truc très humain dans la façon dont c'est fait, il y a un truc très terre-à-terre, et ça reste très très terre-à-terre. Pour moi, voilà, ça a été vraiment, et je ne mâche pas mes mots, une excellentissime lecture. Ça a été, je pense, pas un rêve de gosse là-dessus, mais j'attendais peut-être ce récit qui m'explique la construction d'une cité. Vraiment, j'attendais peut-être ça. J'aimais aussi la manière dont étaient abordés les messages politiques, qui sont des messages politiques, on y croit pas, mais qui sont assez engagés en imaginaire. C'est pas toujours le cas et c'est pas toujours bien fait. Là, on est sur quelque chose, je trouve, assez rafraîchissant aussi. On est sur une volonté de créer une utopie quand même. Donc voilà, ça pose aussi des questions et ça, vraiment, ça a été une très très bonne réussite. Donc je vais pas vous en dire plus pour le coup parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il faut savoir que ce tome 3 en vaut le coup et que j'en ai parlé avec beaucoup de gens et beaucoup de gens ont adoré, franchement beaucoup de gens ont adoré. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le dernier tome de Claire Duvivier pour voir un petit peu si l'histoire de Nox va évoluer, mais je peux vous dire que dans celui-ci, Nox va vous serrer le cœur. C'est un personnage auquel je croyais pas forcément au début parce que je m'y attachais pas tellement, voilà, c'était pas un personnage que je trouvais particulièrement charismatique ou qui me parlait, mais dans celui-ci, j'ai adoré les questions qu'il abordait, la façon dont c'était abordé, notamment la relation à l'amour dans le texte est présente sans que ça soit romantique. Vous verrez, c'est pas tellement de la romance, c'est vraiment la question qui est abordée. Et c'est fait de très très belle manière. Il y a aussi son ami, on rencontre plein de nouveaux personnages qui sont très très chouettes aussi. Mais il y a aussi son ami qui vous savez, travaillait sur les canaux, qui est aussi exploité dedans. Et voilà, c'est triste, on retrouve des personnages du tome 2. Il y a un personnage très important du tome 2 aussi, t'as des moments, t'as envie de chialer parce qu'il y a beaucoup de souvenirs. Ça parle aussi du chagrin et de la peine et tout ça. Et malgré tout, même si c'est une fantaisie qui se veut très terre à terre, il y a des choses assez sombres qui se passent, des choses de la vie, des choses qui... Et c'est aussi très politique dans celui-ci. Personnellement, j'ai pris un très grand plaisir à découvrir les comparaisons politiques entre Capitale du Sud et Capitale du Nord. C'est pour Capitale du Nord, qui est plus semblable, on va dire, à Lille. On est sur une cité qui est plutôt républicaine, dans le sens que, bien sûr, Amalia fait partie de l'aristocratie, mais elle a été éduquée d'une manière assez différente de ce qu'on attend d'elle, mais c'est géré par des gens qui ont été élus dans mes souvenirs. Voilà, c'est des régimes politiques qui sont comparés, et la Tour de la Gare est une espèce d'entre-deux utopique entre les deux. Voilà, et ça a été assez magique là-dessus. Pareil, il y a des scènes vraiment où Nox, j'étais en mode... Voilà, là, le mec ne déconne plus. Il y a, voilà, avec notamment un mec qui essaye de lui piquer son territoire. J'ai adoré la façon dont c'est fait parce que tu vois que le personnage prend ses responsabilités et que tu l'as suivi. Petit jeune homme un petit peu qui se fait pas maltraiter mais qui est commis d'épicerie à gérant de cité. Et ça, c'était vraiment, vraiment une très très bonne chose. Je vous le conseille absolument. En plus... Si vous n'êtes pas timide dans le sens si vous vous déplacez en salon assez souvent, c'est des auteurs qui se déplacent souvent en salon, donc vous allez pouvoir avoir l'opportunité de faire dédicacer vos livres, d'en parler, mais sincèrement je pense que c'est vraiment une pépite de la littérature française d'imaginaire parce que je n'ai rien de comparable à vous présenter par rapport à Capitale du Sud et du Nord, et notamment à Capitale du Sud. J'ai pas une autre série qui est semblable, j'ai pas une autre série qui a cette vibes, qui parle autant aux amateurs d'imaginaire, parce qu'il y a un peu de fantaisie, aux lecteurs de littérature blanche. Je pourrais tout à fait s'y reconnaître dans les thématiques que ça aborde et tout ça. Donc vraiment, ça a été une très bonne réussite. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série, si vous avez lu bien sûr Capitale du Nord aussi, un peu avoir vos avis. Si vous avez des spoilers, n'hésitez pas à le signaler pour que les gens ne soient pas spoilés en commentaire, parce que c'est vrai que c'est assez frustrant, parce que je voudrais vous parler plein de choses, mais c'est pas possible de vous faire des spoilers sur YouTube, parce que déjà là je sais qu'il y a des gens qui vont pas apprécier que je parle aussi profondément des textes, mais c'est compliqué de vous présenter une saga sans en parler un petit peu, mais je vous conseille absolument cette série qui est en 3 tomes, qui est terminée pour Capitale du Sud, et en 3 tomes pour Claire Duvivier. Donc voilà, vous allez avoir une grande histoire, une grande épopée, et le tout donc dans une maison d'édition qui a des couvertures et une charte graphique très chouette, et portée par des auteurs en plus qui sont très sympathiques. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et une très bonne journée.